Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. J'espère que vous passez un excellent week-end. Voici le sommaire du journal. Aujourd'hui, 91 janvier, le peuple marocain célèbre le 81e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance, un événement grandement symbolique en faveur de la libération du pays du joug du protectorat. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a bien voulu accorder sa grâce à 1304 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. 127 milliards dirhams, c'est le montant collecté suite à l'amnistie fiscale sur les avoirs non déclarés au titre de l'année 2024 grâce à 5% d'imposition. L'opération a permis de renflouer les caisses de l'État de 6 milliards dirhams. L'économiste Mehdi Fakir nous expliquera les objectifs directs et indirects de cette opération. Pour celles et ceux qui se sont déjà demandé à quoi ressemblaient les œuvres d'art dans leur état d'origine, le voile tombe sur les idées, les esquisses et les notes. C'est dans l'exposition collective Carnet révélé. Nous y ferons un petit tour en fin de journal. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, à l'occasion du 5e anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays. Dans ce message, le souverain fait part de sa grande fierté des liens fraternels unissant les deux peuples, réaffirmant sa détermination à œuvrer de concert avec le sultan d'Oman pour raffermir les relations d'amitié et de coopération fructueuses entre le royaume du Maroc et le sultanat d'Oman et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères. Le Maroc célèbre aujourd'hui le 81e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance, un événement phare de l'histoire de la lutte nationale pour l'indépendance du royaume et la défense de ses valeurs sacrées. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 1304 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Parmi les personnes graciées par le souverain, 948 détenus se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 33 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 915 détenus. Quant aux bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté, ils sont au nombre de 356 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 62 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 15 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 260 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 19 personnes. Il y a donc exactement 81 ans, des personnalités du mouvement national avaient signé un manifeste demandant la pleine indépendance du Maroc sous la conduite de Sidi Mohamed Ben Youssef, un événement phare de l'histoire de la lutte nationale pour l'indépendance du royaume et la défense de ses valeurs sacrées. Aujourd'hui, son écho résonne toujours. Retour sur une étape qui a marqué la lutte pour la liberté avec Nawal Goureri, Hamza Sayeh, Rachid et Sophia Fegroud. Ce document est historique. 66 personnalités du mouvement national y ont apporté leur signature. Ce 11 janvier 1944, sur fond de Deuxième Guerre mondiale, il revendique officiellement et légitimement l'indépendance du pays, un an après la conférence d'Anfa de janvier 1943, où le regretté souverain avait inscrit à l'ordre du jour l'indépendance du Maroc, mettant en valeur la participation effective des soldats marocains aux côtés des Alliés dans leur combat contre le nazisme. أوروبا عرفت حربا عالمية ثانية وهنا نتحدث عن انهزام فرنسا أمام ألمانيا. L'Europe était le théâtre de la Deuxième Guerre mondiale. La France a été battue par l'Allemagne. Et c'est ce qui a encouragé les nationalistes marocains à présenter ce manifeste de l'indépendance. Ils avaient bien compris le contexte géopolitique dans lequel plusieurs pays ont pu obtenir leur indépendance. C'était donc le moment idéal pour défendre l'unité politique, se mettre derrière le sultan du Maroc, mettre en place un système démocratique et constitutionnel et mettre fin au traité du 30 mars 1912. البعد التحرري باعتبار أن المغرب طالب بالاستقلال ثم البعد الوحدوي
Il y a une dimension relative à la liberté puisque le peuple demandait l'indépendance. Une dimension d'unité puisque ce document demandait la fin de la division du Nord, du Sud et de Tanger, faite zone internationale. Il y a aussi une dimension civilisée puisque le manifeste de l'indépendance a été fait de manière officielle à travers les Nations Unies et les négociations. En plus d'une dimension politique et d'une dimension de solidarité puisque ce document a appelé à une solidarité avec les peuples de la région et les peuples affaiblis pour qu'ils obtiennent leur indépendance. Le manifeste de l'indépendance comprenait un ensemble de revendications politiques, dont celles qui ont trait à la politique générale et qui prévoient entre autres l'indépendance du Maroc sous le règne du souverain légitime du royaume, Sidi Mohammed Ben Youssef, et l'adhésion du Maroc à la Charte atlantique. Le second volet des revendications porte sur la politique interne, incarnée par la détermination du sultan à mener une large dynamique de réforme, appuyée par un système politique de la Shura. Ce manifeste a été une véritable révolution nationale, reflétant le patriotisme de tous les Marocains et leur esprit de sacrifice et de mobilisation. Aujourd'hui, il interpelle les jeunes générations, de par les significations profondes qu'il incarne. Alors le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de la libération travaille à transmettre cette flamme aux jeunes générations. Nous avons mis en place tout un programme d'activités éducatives, culturelles et de communication. Des événements qui auront lieu dans plusieurs villes et localités, ainsi que dans le réseau d'espaces dédiés à la mémoire historique de la résistance et de la libération, qui comprend 104 unités sur le territoire national. Car nous avons toutes et tous cette responsabilité de célébrer dignement cet anniversaire. En octobre dernier, dans son discours à l'occasion de l'ouverture de l'année législative, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé à passer de la phase de gestion à la phase de changement. Preuve que l'esprit de la lutte pour le parachèvement de l'intégrité territoriale est toujours vif, 81 ans après la présentation du manifeste de l'indépendance. Retour à présent pour une lecture dans les chiffres de l'opération de régularisation volontaire de la situation fiscale. Plus de 127 milliards de dirhams ont pu être déclarés et grâce aux 5% d'imposition, l'opération a permis de renflouer les caisses de l'État de 6 milliards de dirhams. Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Moustapha Beites, a évoqué des résultats dépassant les prévisions initiales. Focus donc sur une opération au succès retentissant. L'économiste Mehdi Fakir nous explique ses objectifs directs et indirects. Écoutons. L'intérêt de cette opération est de renforcer la confiance entre le contribuable et l'administration fiscale d'un côté, mais d'un autre, et c'est le plus important de mon point de vue, c'est la perspective et la prospective pour le contribuable qui se doit aujourd'hui de profiter de cette opération exceptionnelle pour une adhésion et pour une conformité fiscale pour les déclarations futures. Il est clair également que cette opération a été effectuée dans le respect total des obligations du Royaume en matière de respect de ses engagements pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où l'ensemble des banques du Royaume sont soumis à une obligation de vigilance qui permettra, grâce à un mécanisme de KYC, Know Your Client, c'est-à-dire un devoir de vigilance rapproché, de connaître effectivement la source de ces financements, de ces déclarations qui sont dans la plupart des cas effectivement de l'argent qui n'a tout simplement pas été déclaré fiscalement et que le sujet reste in fine un sujet de régularisation fiscale. Et les finances des agriculteurs sont mises à mal par la succession des années de sécheresse. La filière de l'arganier n'y échappe pas. Les coopératives féminines se trouvent face à la rareté de la matière première, mais pas que. La rude concurrence à laquelle se livrent aussi des entreprises a lourdement impacté la filière avec une production qui a baissé de moitié. Reportage à Essaouira, Abdelghani Tahraoui, Abdelilal Cheb et Iman Ablo. Des produits à base d'huile d'argan, il y en a pour tous les goûts. Dans cette coopérative Soueri,
la célèbre huile dorée est présentée sous ses différentes déclinaisons. Seulement voilà, le business n'est pas aussi juteux. Une mauvaise passe due à plusieurs facteurs. À leur tête, la rareté de la matière première et les difficultés d'approvisionnement. La filière de l'argan est confrontée à plusieurs difficultés. Les années successives de sécheresse ont entraîné la rareté de la matière première. Le secteur fait également face à une demande extérieure en forte croissance, notamment de la part de laboratoires cosmétiques que nous ne pouvons pas concurrencer, nous les coopératives. Une croissance exponentielle du marché qui met ses gardiennes de l'arganier face à de nouveaux acteurs. Face à la difficulté d'accès au financement aussi. C'est vrai que ce soit les coopératives ou les petites entreprises, nous avons un problème commun qui est l'accès au financement. Et de ce fait, comme tout marché, l'offre et la demande, il y a des personnes ou des entités, on va dire de manière générale, qui ont plus de moyens financiers. Et à ce moment-là, ils ont la possibilité d'accéder au peu de matière qui reste sur le marché de la matière première. Et ce qui nous complique un peu la vie aussi en tant que petits producteurs. Une filière mise à rude épreuve. La production a baissé de la moitié ces dernières années. Pour renverser la vapeur, les actions se multiplient de part et d'autre. Les différents ministères, l'ANZOA et en étroite collaboration avec la FIFARGAN ont décidé de mettre en place les centres de collecte qui vont faciliter justement l'accès à la matière première. La transition vers des produits finis est obligatoire pour s'inscrire aux orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et ainsi créer plus de valeur ajoutée au Maroc à travers un produit prêt à exporter 100% marocain et aussi pour le consommateur local. La filière de l'arganier est un levier de l'économie régionale et locale, avec une portée et visibilité à l'international. Plus de 800 coopératives et groupements d'intérêt économique s'activent autour de cette filière à forte valeur ajoutée. Un contrat-programme lui est consacré entre 2021 et 2030, avec comme priorité la réhabilitation de l'arganeraie sur une superficie de pas moins de 400 000 hectares au niveau de toutes les préfectures et provinces relevant de la zone de la réserve de la biosphère de l'arganeraie. Art plastique à présent, carnet révélé, c'est le nom de cette exposition collective d'une vingtaine d'artistes qui a lieu à Rabat, une exposition fruit d'une résidence artistique organisée en décembre dernier. L'ambition est quasi inédite, dévoiler au grand public la face cachée du travail des artistes plasticiens, des esquisses initiales jusqu'à l'œuvre d'art finale. Dominique Orlando et Omar Eitaïssa. Pour l'ensemble des 21 hommes et femmes qui prennent part à cette exposition, tout a débuté par un huis clos en forme de résidence artistique. Éloignés de tout regard étranger, ils ont pu alors laisser libre cours à leur propre processus de création individuelle, quasiment en temps réel. C'est l'occasion de voir les artistes travailler avec des différentes techniques, des coutumes, des différentes réflexions des artistes. Donc c'est l'objectif de se découvrir la partie noire de la création. C'est les coulisses de l'artiste. Et évidemment, elle varie d'un artiste à l'autre, à chacun ses petites habitudes d'utilisation de son propre carnet, même si l'essentiel pour chacun est d'accéder au Graal. À chaque voyage, je note mes déplacements, les villes, je prends des traces, je peux même prendre des trucs par la terre que je colle dans mon carnet. Donc c'est comme si je partage ce parcours de voyage avec le public. Personnellement, je trouve que c'est vraiment important parce que ça te permet d'abord d'être dans le petit et le cadré et de se lâcher plus, d'être en confiance. C'est comme un exercice. C'est-à-dire, c'est des ressentis qu'on fait tous les jours. Et après, c'est pas forcément pour faire notre toile. Un carnet d'artiste, c'est juste un coffre-fort. Là, on met nos idées, nos frustrations, nos inquiétudes. Et c'est juste là où on cache. Et parfois, on peut s'en servir. Mais pour moi, la majorité du temps, je me sers pas parce que c'est pas la même sensation, c'est pas le même espace, c'est pas les mêmes dimensions. Un peu comme le sont les notes dans le brouillon d'un essayiste ou d'un romancier,
Le croquis est comme une ébauche intérieure à la texture très souvent mystérieuse, d'où finira par enfin jaillir l'essentiel. Sport mécanique, rallye Eco Race Africa freiné dans son élan. La journée hier a été particulière pour les concurrents. La plus belle étape au cœur de la Drare a été perturbée par la tempête de sable qui a soufflé sur la région, annulant ainsi la 9e étape du rallye. Une spéciale qui était d'ailleurs dédiée au pilote français René Medj, triple vainqueur du rallye Paris-Dakar. Récit Maria Aouet. Des rafales de vent atteignant les 100 km/h, une tempête de sable balayant tout sur son passage et un manque de visibilité accru. Telles étaient les conditions météorologiques de cette avant-dernière étape très attendue. Après un premier départ retardé, le couperet tombe. La 9e étape de l'Africa Eco Race est annulée pour raison de sécurité. Et au matin, au petit déjeuner, le vent était toujours encore très fort, très peu de visibilité. Donc difficulté pour les hélicoptères de décoller. Mais on a décollé, on a pu monter sur le plateau d'Amodja, où il était prévu qu'on fasse un nouveau départ. Mais arrivé en haut, il y avait encore des rafales de vent. Et puis on a décidé, pour la sécurité des concurrents, d'annuler cette belle spéciale qui était dédiée à René Medj. C'était très important de ne pas prendre le départ parce que c'est vraiment très très venteux. Cela peut vraiment être très dangereux. D'abord pour les hélicoptères, on ne sait pas s'ils peuvent voler ou pas. Mais aussi avec ce qu'on peut voir avec les pierres. On ne peut pas bien voir avec la poussière qui recouvre les bosses. Même déception chez le leader italien de motocross et vainqueur de la 7e et 8e étape. Le vent souffle trop fort sur l'étape. C'est trop dangereux pour les motos. Parce qu'après, tu peux prendre un caillou et la moto peut bouger très facilement. Mais l'organisation a pris une excellente décision d'annuler l'étape. Du côté des modules Extreme Riders, Stéphane Hiro profite de ce temps de repos pour faire face à une énième panne d'embrayage avant de clôturer la ligne d'arrivée finale prévue demain à Dakar. J'ai pas mal de mécanique en fait à faire tous les jours. Bon, pas tous les jours, mais le deuxième jour, j'avais mon navigation qui est cassé et encore 2 fois, je crois. Donc, il faut souder, il faut enlever tout le tour sur la navigation. Et maintenant, l'embrayage. Donc, voilà, des choses en plus. De ce rallye hors du commun, l'histoire retiendra des moments intenses au cœur de ces paysages spectaculaires. Plus qu'un défi sportif, la 16e édition de l'Africa Eco Race apparaît comme l'allégorie du dépassement de soi, dans un monde où la nature finit toujours par reprendre ses droits. Voilà, c'est avec ces très belles images du désert mauritanien que nous nous quittons. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 18h30.